Masret Betzad Avav, nous commençons à la première ligne, Amar Rava. Donc nous avons vu le din d'un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov, est-il permis le second ou pas? Nous avons vu qu'il y avait une différence entre les Yom Tov habituels, Yom Tov Shel Galuyot, et le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, puisque même au temps du Beth Amikdash, on faisait parfois 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah lorsque les témoins étaient venus après Mincha, Mina Mincha ou Ma'ala du premier jour. Donc comme nous l'avons vu, Noagim Oto Yom Kodesh ou Machar Kodesh, le jour même était considéré comme un jour de Yom Tov, il était terminé en tant que Yom Tov, et le lendemain c'était aussi un Yom Kodesh, ou Machar Kodesh, le lendemain était aussi Kodesh. Donc l'œuf qui a été permis le premier jour de Yom Tov est permis le deuxième jour de Yom Tov si c'est Pessah ou Sukkot ou Shavuot, étant donné que un des 2 jours est un jour de semaine, puisque c'est un doute, un safek. Pour Rosh Hashanah, un œuf qui a été pondu le premier jour est interdit le deuxième jour, puisque c'est une seule kedusha, ce n'est pas un safek. Les Chachamim ont institué de faire 2 jours de Yom Tov, donc c'est comme si c'est le même jour, l'œuf qui a été pondu le premier jour est interdit le deuxième. Nous avons vu hier qu'après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, peut-être que l'œuf deviendrait permis, c'était toute une machloket, est-ce que l'œuf est permis après la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai? Nous avons vu beaucoup d'avis que l'œuf restait interdit pour plusieurs raisons que la Gemara avait données. Avant de retrouver le djinn de l'œuf, nous allons voir le djinn d'un mort. Amar Rava. Met biyom tov rishon itaskubo amamim. Un homme est mort. Ce mort se trouve devant nous, Yom Tov Rishon, le premier jour de Yom Tov, eh bien itaskubo amamim. On pourra l'enterrer par l'intermédiaire de non-juifs. Un Israël n'a pas le droit de l'enterrer le premier jour de Yom Tov, qui est un Yom Tov Minatora. Met biyom Tov Sheni, le mort, le deuxième jour de Yom Tov, itaskubo Yisraël. La même Israël peut s'occuper de ce mort et l'enterrer. Lorsqu'on dit itaskubo Yisraël, comme Rachid expliquera par la suite, cela signifie lui creuser une tombe, ou bien, et aussi, lui couper des tissus, des tachechim, pour lui faire un linceul. Donc ici, nous dit Rava, le mort, le premier jour de Yom Tov, des non-juifs pourront l'enterrer, mais pas un Israël. Le deuxième jour de Yom Tov, un Israël peut l'enterrer. Et même les 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, le deuxième jour de Yom Tov, un Israël peut s'occuper de ce mort, Mashenken Bebetza. Bien que le din n'est pas le même pour l'œuf, puisque comme nous l'avons vu, un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah reste interdit le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah. Alors que pour un mort, le deuxième jour de Yom Tov est différent du premier et on pourra enterrer ce mort par un juif. Naardé Amré, les sages de la ville de Naardé ont dit Af Bebetza. En vérité, même l'œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah est permis le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi veux-tu interdire l'œuf qui a été pondu le premier jour? Pourquoi veux-tu l'interdire le deuxième jour? C'est parce que tu crains, que peut-être on a rendu le mois de Elul Meubar, c'est-à-dire un mois de 30 jours. 30 jours, chaque fois qu'on a un mois de 29, il est appelé Chasser. Un mois de 30 jours, il est malé, disons que c'est Meubar. C'est-à-dire comme une femme enceinte, on a rajouté, on a complété le mois d'un 30e jour. Donc nous disent Naardé, quel est le problème? D'Imam Avrele Elul, et Rashi rajoute, comme la première takana, lorsque les témoins sont venus après Mincha du premier jour. Dans ce cas-là, le din était que les Chachamim
décrète ce jour-là reste Kodesh et le lendemain sera aussi un jour de Yom Tov, eh bien, nous dit Nardé, c'est là le problème. Tu crains que c'est comme auparavant, 2 jours et une seule Kedusha. Amar Rav Amar Rav Hanina Bar Kahana, eh bien, il n'y a rien à craindre puisque Rav Hanina Bar Kahana a dit au nom de Rav, Mimot Ezra Vaelach Lo Matzinu Elul Meuba. Depuis l'époque de Ezra jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu un mois de Elul de 30 jours. Il a toujours été de 29 jours. C'est vrai qu'il y a une takana, comme dit Rashi, que si les témoins viennent après Mincha, on maintient ce jour Yom Tov et le lendemain sera aussi Yom Tov et on comptera à partir du lendemain le premier jour de Tishri, mais ceci n'est jamais arrivé. La seule fois c'était à l'époque de Ezra, comme l'Agma dit, Mimot Ezra depuis Ezra. La dernière fois c'était Ezra, Rashi rapporte un passou, où on voit qu'à l'époque de Ezra on avait fait un 30e jour du mois de Elul, mais sinon il n'y a jamais eu 2 jours, et il n'y a jamais eu de cas où les témoins ont tardé. Et donc, même à Rosh Hashanah, ce n'est pas une seule Kedusha, si on a fait 2 jours, c'était à cause du Safek, et donc un œuf qui a été pondu le premier est permis le 2e jour de Rosh Hashanah, comme n'importe quel jour de Yom Tov Sheni, de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot. Amar Marzutra rajoute et nous dit Lo Amran Elo de Ishta'e. Quand est-ce qu'on a dit que le 2e jour de Yom Tov, un Israël peut enterrer ce mort? C'est seulement des Ishta'e. C'est-à-dire que le mort a déjà passé une journée, c'est déjà un moment qu'il est mort. Et donc il risque de pourrir. Il faut le plus vite l'enterrer. Donc on demandera à Israël de l'enterrer. Aval lo Ishta'e. Mais si le mort vient de mourir, eh bien machinanle, on pourra le laisser jusqu'après la fête de Yom Tov et l'enterrer, puisqu'il ne risque pas de pourrir entre-temps. Ravashi n'est pas d'accord, il dit Afalgav de lo Ishta'ena, mais lo machinanle. Même si le mort n'a pas encore patienté, c'est-à-dire il est mort immédiatement, il n'a pas attendu encore. L'homme machinanle, on ne le fera pas attendre, on l'enterrera immédiatement. Maïtama, pour quelle raison? Yom Tov Shini Legam Bemet Kechol Shave Rabbanan. Le 2e jour de Yom Tov, par rapport aux morts, les Chachamim ont considéré que le 2e jour de Yom Tov est comme un jour de semaine, puisque le 2e jour de Yom Tov, c'est une halakha des Rabbanan, c'est un jour de Yom Tov mi des Rabbanan. Les Chachamim eux-mêmes ont dit que pour un mort, s'il y a un mort, c'est comme un jour de semaine. Et Marzutra rajoute, et Ravashi rajoute, Afilo les megazle glima, fait les megazle asa. Même si on doit lui couper glima, c'est-à-dire lui couper des tachechim, des habits, et Rachid dit même des habits que nous n'avons pas besoin, nous en avons d'autres, mais on peut quand même couper, fait les megazle asa, ou bien couper du hadas, du myrte, comme c'était l'habitude, pour le kavod du mort de poser sur son cercueil, de mettre du hadas. Donc ça, on a le droit, c'est comme un jour de semaine. Amar Ravina rajoute et nous dit, Vaïdna, et aujourd'hui dit Kachavre, puisqu'il y a ces Chavre. Chavre, nous dit Rashi, c'est une nation méchante, ou Marisha, qui était au temps des Perses, et qui obligeait les Bnei Israël à travailler. Le jour de Yom Tov, les Bnei Israël disaient à ces Chavre, on ne peut pas travailler aujourd'hui, c'est un jour de fête. Eh bien, aujourd'hui où nous avons ces Chavre, nous dit Ravina, Chayshinan on craint et on ne permettra pas d'enterrer un mort le 2e jour de Yom Tov par un Israël. Sinon ces Chavre vont dire, voici, vous faites des melachot, vous enterrez votre mort, donc vous pouvez aussi travailler pour nous. La Gemara nous dit que Ravina avait yativ kameh Rav. Ravina Aviyativ Kameh de Ravashi, Ravina était assis devant Ravashi. Vishne Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, au moment, c'était la période des 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. Chazé de Aviyativ, Ravina a remarqué que Ravashi était triste. Amarle, il lui a dit Amayatzivma, pourquoi es-tu triste? Pourquoi, Kvodarav Mar, vous êtes triste? Amarle, il lui a dit, parce que je n'ai pas mis de Hérouf Tafshilin, comme nous le verrons plus loin, nous avons la possibilité, pour pouvoir cuisiner Yom Tov
pour Shabbat, lorsque Yom Tov tombe un vendredi, il faut faire un Eruv Tafshilin, préparer déjà à l'avance un repas pour Shabbat, on pourra continuer et cuisiner le vendredi. Donc là, c'était 2 jours de Yom Tov sur Rosh Hashanah. Le premier tombait jeudi, le deuxième jour c'était vendredi, et Shabbat suivait. Il n'avait pas placé de Eruv Tafshilin. Amarle, il lui a dit, quel est le problème? Velotiv ma'raïdna. Tu pourrais aujourd'hui, le premier jour, donc le jeudi, mettre un Eruv Tafshilin et de dire, par le principe de Miman Afshar, un des 2 jours, c'est un jour de semaine. C'est un chol, puisque nous avons un doute, quel est le véritable jour de Yom Tov. La Torah a ordonné un seul jour de Yom Tov. On fait 2 jours parce que nous avons un safek. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Est-ce que ça tombe jeudi ou vendredi? Nous ne savons pas quand est-ce que le Beddin a fixé Rosh Chodesh. Donc il suffit de mettre un Eruv Tafshilin jeudi et de dire, si aujourd'hui, jeudi, c'est un jour de semaine et que c'est demain Yom Tov, donc voici, nous avons placé le Eruv Tafshilin avant Yom Tov. Si aujourd'hui c'est Yom Tov et demain c'est un jour de semaine vendredi, eh bien un jour de semaine, on a le droit de cuisiner pour Shabbat. Milo Amar Rava, n'est-ce pas que Rava a dit, Maniach Adam Eroi Tafshilin Yotom Lechaveru, un homme peut mettre un Eruv Tafshilin d'un jour de Yom Tov à l'autre, ou matné, et faire cette condition et de dire, si aujourd'hui c'est Yom Chol, donc je peux mettre l'Eruv Tafshilin, si c'est demain, je n'ai pas besoin de l'Eruv Tafshilin. Amarle, Ravashi lui a répondu, Imad, Amar Rava Bishniyam Tovim Shel Galuyot. C'est vrai que Rava a dit qu'on peut faire un Eruv Tafshilin le jeudi, mais c'est lorsque c'est Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, 2 jours de Yom Tov, de Galuyot, c'est-à-dire des Yom Tov habituels, Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah, où là c'est une seule Ktusha comme un long jour, Miyamar, est-ce que là Rava a dit une telle chose qu'on peut mettre un Eruv Tafshilin? On ne peut pas. Et donc, si c'est ainsi, je ne peux pas le jeudi mettre un Eruv Tafshilin, et c'est pour cela que Ravashi était triste. La Gemara demande, mais pourtant nous venons de voir que les Nardés, les sages Nardés, permettaient même l'œuf. Av Betsa Muteret, même l'œuf est permis. Pourquoi l'œuf est permis? Puisque il n'y a jamais eu de Elul Meubar de 30 jours. Donc l'œuf est permis même le 2e jour, l'œuf est permis même le 2e jour de Rosh Hashanah. Donc, on voit que c'est aussi un safek. Amarle Rav Mordechai, mais là Rav Mordechai, l'élève de Ravashi, réplique et répond à Ravina, Befirouch Amar Limar de lo savar la Nardé. Ne pose pas de questions à mon maître Ravashi, que les sages de Nardé ont dit telle ou telle chose, puisque mon maître m'a déjà dit explicitement, me fourrage, que lui n'est pas d'accord avec les sages de Nardé, donc un œuf qui a été pondu le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah est interdit le 2e jour. Ce n'est pas un safek, c'est une kedusha arichta, une longue kedusha, et donc si c'est ainsi, on ne peut pas mettre non plus le Eruv Tafshilin, c'est pour cela que Ravashi était triste. Triste ou soucieux. La Gemara continue avec un autre din, Itmar. Nous avons une machloket entre Rav et Shmuel. Efroar shenolad be Yom Tov, un poussin qui est né le jour de Yom Tov. Ce poussin, comme nous l'avons déjà vu, la Gemara avait rapporté une machloket que nous reprendrons bientôt. Un poussin qui n'a pas ouvert les yeux, est-il permis ou pas? C'est une machloket entre Rav Eliezer ben Yaakov et les Chachamim. Ici, nous dit Tosfot, on peut imaginer qu'il s'agit d'un cas où même le premier jour, ce n'est pas habituel, comme nous le verrons par la suite. Normalement, le premier jour, le poussin n'ouvre pas encore les yeux, et donc il serait peut-être interdit comme un chéretz, comme un reptile. Donc on parle d'un cas où ce effroir, ce poussin, a ouvert les yeux le premier jour de Yom Tov. Est-ce qu'on peut le consommer et faire la shrita ou pas? Rav Amar, Asou, Rav dit c'est interdit, et Shmuel, Rabbi Yochanan Amar Mutar. Et Shmuel, dit au nom de Rabbi Yochanan, Shmuel, et d'après certains c'est Rabbi Yochanan, a dit que Mutar c'est permis. Rav Amar Asou, Muktseu. Rav dit que c'est interdit. Pourquoi? Ce effroir, ce poussin, est Muktse. Il est Muktse, il était donc, depuis quelques jours dans sa coquille. Il est Muktse, il n'a pas été préparé à la consommation. Vishmuel vitema Rabbi Yochanan Amar Mutar. Vishmuel, et d'après certains, Rabbi Yochanan dit que Mutar, il est permis. Pourquoi? Étant donné que ce poussin
il peut maintenant, comme explique Rashi, s'enlever son interdiction lorsqu'on va l'égorger. Tant qu'il n'a pas été égorgé, il a une interdiction, c'est comme une bête vivante, il viendra nevela si ce poussin meurt. En faisant la shrita, on permet ce poussin à la consommation. Eh bien, puisque en l'égorgeant aujourd'hui, après sa naissance, la naissance de ce poussin, on peut l'égorger et le manger, bien qu'avant, quand il était dans sa coquille, on ne pouvait pas le manger, comme nous l'avons vu, avec l'hypato, on ne peut pas le manger. Donc, par sa naissance, le poussin est permis, il se sort de son interdiction par la shrita, eh bien on dira de même, il sort de l'interdiction de Moukse par cette naissance. Comme dit Rachid, il sort de Migo, puisque il peut par sa naissance enlever l'interdiction qu'il avait au départ, il va aussi s'enlever l'interdiction de Moukse. C'est une svara ici que nous donne Shmuel, ou d'après certains, Rabbi Yochanan. La Gemara continue à Amrele Rav Kana et Ravasi les Rav. Rav Kana et Ravasi ont posé la question à Rav qui est interdit. Quelle différence entre un veau qui est né un jour de Yom Tov? Un veau qui est né un jour de Yom Tov, on peut le consommer, on peut lui faire la shrita et le manger. Amar Lewi leur a répondu, oui, le Mukhan Agavimo Bashrita. Ce veau était déjà permis par sa mère Bishrita en faisant la shrita de sa mère. C'est-à-dire, si on avait égorgé la mère et qu'on avait trouvé le petit dans les entrailles de la mère, il est évident qu'on aurait pu manger le veau par la shrita de la mère, c'est le digne du Ben Pakwa, lorsqu'on égorge une bête et qu'on trouve un veau, un petit à l'intérieur, le petit est permis puisqu'il a déjà eu une shrita par sa mère, même si le petit est vivant encore, il est moutard, il n'a pas besoin de shrita, puisque la shrita, c'est la shrita de sa mère. Donc Rav répond, le veau qui est né Yom Tov n'était pas mouktsé, puisqu'on pouvait égorger la mère et manger le veau. Alors que un poussin, le poussin n'est pas né, n'est pas sorti aujourd'hui de la poule. Donc même si j'avais égorgé la poule, je n'aurais pas pu manger ce poussin. Le poussin, lui, était donc déjà, l'œuf avait déjà été pondu depuis quelque temps. Et cet œuf était interdit, étant donné que il n'avait plus le statut d'œuf, c'était déjà presque un poussin, il devient mouxé, donc c'est pour cela qu'il reste interdit. Alors la Gemara continue, ma benzel egel shenalad min atrefa. Et quelle différence avec un veau qui est né d'une vache tréfa? Nous avons une vache, nous savons que cette vache est tréfa. Il y a des simanim de tréfa qu'on peut voir de l'extérieur, d'autres que ce n'est qu'en l'égorgeant. Dans le cas où nous avons une vache, nous savons qu'elle est tréfa, donc on ne peut pas l'égorger. Si on lui fait la shrita, on ne pourra pas manger le veau qui se trouve à l'intérieur. Et pourtant ce veau, s'il est né pendant Yom Tov, on pourra l'égorger et le manger. Donc tu vois que même s'il n'était pas permis par sa mère, il reste permis. Shatik Rav s'est tu et Rav n'a pas répondu. Amar Rabba, Rabba dit Vitema Rav Yosef, d'après certains Rav Yosef, Maïtama Shatik Rav, pourquoi Rav n'a pas répondu à cette question? Le veau qui est né de la tréfa. C'est vrai que lorsqu'on égorge une bête tréfa et qu'on trouve un veau, le veau reste interdit. Mais malgré tout, il n'est pas mouktsé et on pourra, aujourd'hui, lorsqu'il est né, on pourra l'égorger, le manger. Pourquoi? Rav aurait très bien pu répondre de cette manière et de dire Limaleu, oilu mukhan agavimo la klavim. C'est vrai que ce veau, je ne pouvais pas le manger, mais de la même manière que la mère, qui est tréfa, était destinée aux chiens, puisque je ne peux pas la consommer, eh bien le veau aussi était déjà prêt. Si j'avais tué la mère, j'aurais pu donner la mère aux chiens et j'aurais pu donner aussi le veau aux chiens. Donc le veau était destiné aux chiens. Puisqu'il est destiné aux chiens, il n'est pas mouktsé et même pour l'homme, il sera permis. Amarle Abaye, mais Abaye répond et lui dit Ashta mukhan la adam lo ave mukhan la klavim. Il dit je ne comprends pas. Nous allons voir dans une Mishnah que ce qui est mukhan pour l'homme, ce qui est destiné à l'homme, n'est pas destiné au chien. Pour le chien, il est mouktsé.
est-ce que tu vas me dire maintenant que ce qui est destiné au chien n'est pas mouktsé pour l'homme? Si déjà, on voit que ce qui est prêt pour l'homme, qui n'est pas mouktsé pour l'homme, est considéré comme mouktsé pour le chien, eh bien, ce qui n'est pas mouktsé pour le chien sera malgré tout mouktsé pour l'homme. Betnan, comme nous avons vu dans une Mishnah. Cette Mishnah que la Gemara avait déjà rapportée, Mechatrim et Adloim lifnei abehema, on peut couper des courges devant une bête, donc les courges sont déjà détachées du sol, il n'y a pas de issour de kotser, toute l'interdiction serait peut-être de se fatiguer pour la bête, c'est permis. Bet anevela lifnei aklavim, et on peut couper une bête morte devant les chiens. Même si cette bête, avant Yom Tov, n'était pas morte, elle n'était pas désignée au chien, donc après tout, cette bête est peut-être mouktsé pour le chien, on pourra couper cette bête et donner à manger au chien. Pourquoi? Puisque ce Tanakama, comme nous l'avons vu dans le premier daf, c'est Rabbi Shimon qui pense qu'il n'y a pas d'interdiction de mouktsé. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Shabbat asura. Si la bête n'était pas morte déjà avant Shabbat, elle est interdite, et Vishna mina mukhan, parce qu'elle n'est pas prête. Elle reste donc mouktsé, étant donné qu'à l'entrée de Shabbat, elle était interdite, elle n'était pas destinée au chien. Donc elle reste mouktsé pendant tout Shabbat, même une fois qu'elle devient nevela. Et comme le rajoute Tosfot ici, c'est vrai que cette Mishnah nous parle de Shabbat et pas de Yom Tov. C'est vrai que Shabbat, on ne pouvait pas l'égorger ben hashmashot, mais Yom Tov, on aurait pu l'égorger. Mais Tosfot nous dit que du lachon de la Mishnah qui s'étend et qui rajoute des mots, la Mishnah aurait pu être plus courte. On voit qu'il y a un chidouche, les filles Shenamuna viennent nous apprendre même pour Yom Tov. Donc on dira une bête qui à l'entrée de Yom Tov n'était pas destinée au chien, elle était vivante, et que pendant Yom Tov cette bête est morte, on ne pourra pas, d'après Rabbi Yehuda, la donner au chien. Pourquoi? Puisque cette bête est mouktsé. Donc on voit que ce qui était prêt pour l'homme, puisque une bête vivante, elle était pour l'homme et pas pour le chien, lorsqu'elle est morte pendant Yom Tov ou Shabbat, on ne pourra pas la couper en morceaux et la donner au chien d'après Rabbi Yehuda. Donc je vois que ce qui est Mukhan la Adam reste mouktsé pour la bête. Donc nous dit la Gemara, si c'est ainsi, donc que Mukhan la Adam n'est pas Mukhan pour les chiens, est-ce que Mukhan la Klavim avait Mukhan la Adam? Est-ce que ce qui est réservé aux chiens est considéré comme non mouktsé et réservé aussi à l'homme? Puisque tu veux dire que ce veau de la tréfa, il est né Yom Tov, on pourra l'égorger, alors que on ne devrait pas pouvoir l'égorger, étant donné qu'il était prêt, la clavime pour les chiens. S'il est prêt pour les chiens, il n'est pas prêt pour l'homme, c'est la question de Abaye. Et l'Agma répond à Marley, il lui a dit, il y a une différence. C'est vrai que Mukhan la Adam avait Mukhan la clavime. Dans le cas de cette dernière Mishnah, une bête qui était vivante à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov était destinée à l'homme. Ça, effectivement, si elle est morte pendant Yom Tov ou Shabbat, on ne pourra pas la donner au chien. Pourquoi? Parce que ce qui est prêt à l'homme, réservé à l'homme, n'est pas réservé au chien. Ça reste mouktsé pour le chien. Tout ce qui peut être gardé pour l'homme, un homme ne jette pas au chien. Donc cette bête, à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov, était réservée, pouvait être gardée pour l'homme. Elle n'est pas Mukhan au chien, ça reste mouktsé pour le chien, on ne pourra pas couper pour les chiens. Mais dans notre cas, Mukhan la Klavim avait Mukhan la Adam. C'est-à-dire si ce veau qui est né de la tréfa, d'une bête tréfa, c'est vrai que si j'égorge la bête pendant Yom Tov, je ne peux pas manger le veau qui se trouve à l'intérieur. Mais étant donné que ce veau ainsi que la vache étaient réservés aux chiens avant Shabbat, eh bien, ce veau va perdre son statut de mouktsé même pour l'homme. Et si le veau naît pendant Yom Tov, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, on pourra l'égorger et le donner à manger à l'homme. Il n'est pas mouktsé, puisque Mukhan la Klavim reste Mukhan la Adam de daté de inish, parce que la pensée de l'homme est à kol midé de chazédé sur toute chose qu'il voit, toute chose qu'il peut lui consommer, qui est propre à lui. Il garde cette chose, il garde la possibilité de le consommer. Donc nous avons repris, si on peut dire,
la question de Rabba, comment se fait-il que Rav n'a pas répondu à la question? Rav aurait très bien pu dire ce veau d'une tréfa qui est né pendant Yom Tov n'est pas mouktsé, on pourra l'égorger et le consommer parce qu'il était prêt agav imo par sa mère, la clavim pour les chiens, puisque la bête était tréfa, la vache, elle était réservée aux chiens. Donc maintenant, même le petit était d'une certaine manière réservé aux chiens, il perd son statut de mouktsé, même pour l'homme, et c'est pour cela que c'est permis. Alors que l'œuf, comme l'avait expliqué Rachid plus haut, l'œuf, de toutes les manières, on ne pourra pas dire une telle chose, c'est-à-dire l'œuf, le poussin qui était dans sa coquille avant de naître, n'était pas réservé aux chiens, et même pour l'homme, il n'était pas mangeable, puisqu'il était dans la coquille, donc le poussin reste mouktsé d'après Rav, et c'est pour cela que le poussin qui est né Yom Tov sera interdit d'après Rav. La Gemara continue, Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Shmuel, Vitema Rabbi Yochanan. Nous allons apporter une preuve, une braïta comme Rav, et une braïta qui dit comme Shmuel, et d'après certains Rabbi Yochanan. Tanya Kavate de Rav, c'est marqué dans une braïta, Egel, Shenolad Yom Tov Mutar, un veau qui est né le jour du Yom Tov, il est permis, on peut lui faire la shrita et le consommer. Et froar Shenolad Yom Tov Asur, mais un poussin qui est né le jour de Yom Tov est interdit, comme Rav. Quelle différence entre le poussin et le veau? Le veau était prêt, c'est-à-dire avait perdu son statut de mouktsé par sa mère, puisqu'on pouvait égorger la mère et prendre le veau, alors que le poussin n'était pas prêt par la poule, par la mère, et donc ce poussin reste interdit pendant Yom Tov. Ça c'est la preuve, comme Rav. Nous avons une braïta qui va dans le sens de Shmuel et de Rabbi Yochanan, c'est marqué Egel Shenolad B'Yom Tov Mutar, un veau qui est né le jour de Yom Tov est permis, Ve'efroar Shenolad B'Yom Tov Mutar, et le poussin qui est né Yom Tov est aussi permis. Ma'itama, pour quelle raison? Ze Muchan Agavimo, Ze Matir Atzmo Beshrita. Pour le veau, il est prêt par sa mère, c'est-à-dire, puisque je pouvais égorger la mère et manger le veau qui se trouvait à l'intérieur, donc le veau a perdu son statut de mouktsé. Et aussi le poussin sera permis par une autre svara, c'est qu'il est matir atzmo beshrita, c'est-à-dire par sa naissance, je peux maintenant l'égorger, le consommer, bien par sa naissance, il va aussi perdre son statut de mouktsé. La Gemara continue avec une autre braïta, toujours à propos du poussin. Tanu Rabbanan, Efroar Shenolad B'Yom Tov Asur. Un poussin qui est né le jour de Yom Tov est interdit. Tanakama. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Av Bechol Asur. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, c'est interdit même si ce n'est pas Yom Tov, même si c'est un jour de semaine. Les fiches Neftechu Enav, parce que ses yeux ne se sont pas encore ouverts. Et comme nous allons l'apprendre d'un pasouk, ce que l'Agman rapporte, Kiman Nazal et Tanya, comme qui va cette braïta, c'est marqué l'école Hacheret, Hachoret à la Haret, que la Torah interdit tout reptile sur la terre. Tout reptile, pourquoi les kol hacheretz? Qu'est-ce que cela veut inclure? Les rabot et frochim sheneftechu eneim, pour inclure même les poussins qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Donc on apprend mikol hacheretz, ashoretz, alaharetz, que ce poussin est aussi interdit. Donc ça c'est Keman Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc la Gemara ici nous rapporte cette fameuse marloquette. Un poussin qui n'a pas encore ouvert les yeux, est-il permis ou pas? D'après Tanakama, il est permis, mais c'est Yom Tov, c'est interdit. D'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, même un jour de semaine, il est interdit. Donc c'est la marloquette, Rabbi Eliezer ben Yaakov et Chachami. Amar Ravuna, la Gemara continue avec une memra de Ravuna concernant l'œuf, une memra que, d'un premier abord, nous n'avons pas d'explication, nous allons développer pour donner l'explication de Ravuna au nom de Rav. Amar Ravuna Amarav Betsa, un œuf. Im yetziatan nigmera. Lorsque l'œuf est sorti de la poule, par la sortie, nigmera, cet œuf se termine. Maïm yetziatan nigmera, demande Agma. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque cet œuf a été pondu, il est terminé. Donc il est terminé maintenant une fois pondu, mais avant il n'était pas terminé. Quelle différence s'il est terminé ou pas? Qu'est-ce que cela implique? Peut-être que, dit l'Agmara, on pourrait expliquer Miyetziatan nigmera ou muteret lochla bechalav.
C'est-à-dire l'œuf, tant qu'il était dans la poule, peut-être qu'on n'a pas le droit de le consommer avec du lait, puisque l'œuf, c'était une partie de la poule, c'était de la viande, de la chair. Lorsqu'il est terminé et qu'il sort, à ce moment-là, l'œuf sera permis, on pourra le consommer avec du lait. Donc nous dit la Gemara, peut-être que c'est là l'explication de Rav. L'œuf, par sa sortie, est terminé et on peut le consommer avec du lait. Abemaïma. Mais s'il est dans les entrailles de sa mère, on égorge une poule et on trouve un œuf, asura l'œuf restera interdit d'être consommé avec du lait puisque ça fait partie de la chair de la poule. Eh bien non, nous dit l'Agma, c'est impossible puisque Vatania, nous avons une braïta shoret et tatar negolet. Si quelqu'un égorge une poule ou matzava betzim gimurot et il a trouvé des œufs terminés, mutarot l'ornan bechalav, il pourra les consommer avec du lait. Rashi explique que signifie betzim gimurot, même s'il n'y a pas encore l'écorce blanche. Et Rashi nous dit même s'il n'y a que le jaune et que l'œuf est encore meuré begidin, mélangé avec les nerfs de la poule, nous avons le droit de le consommer avec du lait. Donc on voit que même à l'intérieur, il était permis, ce n'est pas par sa sortie que cet œuf est permis d'être consommé avec du lait. Nous reprendrons Bezrat Hashem, ce din de Betzim Gumurot, on peut au din de Basar Bechalav, dans Davzaïn, la Gemara reprendra. Alors, la Gemara nous dit, peut-être que voici l'explication. Et là, im yetziata nigmera, umoteret lochla beyom tov. Ça veut dire que lorsque l'œuf a été pondu, il a été terminé, donc on peut le manger beyom tov, le jour de yom tov. Ah bemaeima, mais tant qu'il est à l'intérieur, dans les entrailles de sa mère de la poule, asura lochla beyom tov, je ne peux pas manger l'œuf le jour de yom tov. Donc peut-être que c'est ce que veut nous dire Rav. L'œuf, lorsque je suis sûr qu'il est sorti avant Yom Tov, il est permis. Donc im yetziata nigmera signifie si cet œuf est sorti donc avant Yom Tov, il est permis parce que c'est sûr qu'il a été terminé un jour de semaine. Mais si il n'est pas sorti hier, donc il ne s'est pas terminé un jour de semaine, il se termine aujourd'hui Yom Tov, et il reste interdit à cause du din de Achana des Rabbak. Nous avons vu même un seul jour pour un jour de Yom Tov, il y a une xéra comme la Gemara avait expliqué. Si c'est ainsi, si c'est comme ça qu'on va comprendre la memra de Ravuna au nom de Rav, qu'un œuf, par sa sortie, il est terminé. Et donc s'il est sorti avant Yom Tov, c'est permis, sinon il est interdit. Et que même si j'égorge la poule, j'ai l'interdiction de le consommer be Yom Tov, ve'atanya, pourtant nous dit la Gemara, c'est impossible, c'est marqué. Ashochet et atarnegolet, quelqu'un qui égorge une poule. Umatzaba betzim gimurot, il a trouvé des œufs terminés à l'intérieur mutarot, l'ochlam be Yom Tov, il peut les manger un jour de Yom Tov. Donc on voit que ce n'est pas par la sortie de l'œuf qu'on peut manger cet œuf, s'il est sorti avant Yom Tov. Même s'il n'est pas sorti, on a égorgé la poule, on peut les consommer. Vechitema, peut-être voudras-tu dire, Kamashmalan bebraita maïdlashmunan bematnitim. Notre braïta vient nous dire ce qui n'est pas marqué dans la Mishnah. C'est-à-dire, Rashi explique, la halacha peut-être n'est pas comme cette braïta, puisque dans la braïta, on voit un din qui n'est pas marqué dans la Mishnah. Et donc, on ne pourra peut-être pas fixer la halacha comme cette braïta, et nous n'avons pas de question contre Rav. La Gemara nous dit, là aussi c'est impossible. Pourquoi? Hanametalina, nous avons aussi enseigné dans notre Mishnah. Un œuf qui a été pondu le jour du Yom Tov, d'après Bet Shammai, on peut le consommer. D'après Bet Hillel, on ne peut pas le consommer. Toute leur machloquette, c'est lorsque l'œuf a été pondu Yom Tov, mais s'il est dans les entrailles de la poule, c'est sûr que c'est permis d'après tout le monde. Parce que si tu dis que là aussi il y a une machloquette, alors pourquoi parler d'un œuf qui a été pondu? Peut-être voudras-tu dire que Bet Hillel en vérité a flou, qu'en vérité Bet Hillel va interdire l'œuf même lorsqu'il est dans les entrailles de la poule. Alors pourquoi on parle d'un œuf qui a été pondu? Pour t'enseigner, peut-être c'est pour t'enseigner le chidouche que Bet Shammai permet même lorsque l'œuf a été pondu
même qu'il y a une interdiction de nolad, ça reste permis. Mais ça, nous dit la Gemara, c'est impossible d'expliquer ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a des Tanya, cette braïta que nous venons de voir, si quelqu'un égorge une poule et il a trouvé à l'intérieur des œufs finis, on pourra les manger Yom Tov. Si tu dis que Beth Hillel va interdire les œufs même lorsqu'ils se trouvent dans les entrailles de la poule, lorsqu'on a égorgé la poule et qu'on a trouvé des œufs Bemeïman. Alors si c'est ainsi, qui est l'auteur de cette braïta? La braïta qui nous dit Ashochet Tarnegolet ou Matzaba Betzin Gimurot, si quelqu'un a égorgé une poule et qu'il a trouvé à l'intérieur des œufs finis, Mutarot Lochram Be Yom Tov, on pourra les manger un jour de Yom Tov, ces œufs. Qui est l'auteur de cette braïta? C'est lo Bet Shammai, ni Bet Shammai, velo Bet Hillel. Ni Bet Shammai parce que Bet Hillel permet même l'œuf qui a été pondu, ni Bet Hillel puisque Bet Hillel interdit même l'œuf qui a été trouvé dans les entrailles de la poule. Donc on ne peut pas expliquer de cette manière. C'est-à-dire que puisque tu es obligé de dire que l'auteur de cette braïta c'est Bet Hillel, donc tu vois qu'il y a une différence entre un œuf qui a été pondu et un œuf qui est dans les entrailles de la poule, et l'œuf qui se trouve dans les entrailles de la poule reste permis. Donc, on va chercher une autre explication à cette memra de Rav. Il y a ici une grande question sur Rashi qui est soulevée par tous les Rishonim. Rashi a l'air d'expliquer la Gemara Vechitema si tu dis Kamashwan Braïta Maed Lashunan Bematnitin. C'est-à-dire que cette braïta, comme l'explique Tosfot, on ne peut pas en tenir compte parce qu'elle nous enseigne des choses qui ne sont pas marquées dans la Mishnah, comme si cette braïta c'était une erreur. Mais si c'est ainsi, on ne comprend plus, comme disent les Tosfot, la suite, quand la Gemara dit mais cette braïta qui est l'auteur, c'est Bet Shammai ou Bet Hillel, mais on vient de dire que c'est une erreur. C'est pour cela que nous avons expliqué, d'après le Makiné Shlomo, qui soulève que Rashi n'a pas dit que cette braïta est une erreur. Rashi a simplement dit, au départ, peut-être que la halacha n'est pas fixée comme cette braïta, puisque ici Rabbi Chia a enseigné quelque chose que nous ne voyons pas dans la Mishnah. Et donc là, la Gemara va prouver que puisque cette braïta a au moins un auteur, et que cet auteur c'est Bet Hillel, donc on voit qu'on peut tenir compte de la halakha de cette braïta, puisque c'est Bet Hillel. Si nous n'avons pas de preuve c'est Bet Hillel, alors on va dire Rabbi Chia a enseigné cette braïta, mais Rabbi n'était pas d'accord, donc on ne peut pas fixer la halakha comme cette braïta. Mais puisque là on a démontré que l'auteur de cette braïta c'est Bet Hillel, donc on doit tenir compte de la braïta, et donc un œuf qui a été trouvé à l'intérieur de la poule reste donc permis, bien que celui qui est sorti, qui a été pondu, est interdit d'après Bet Hillel. Donc revenons à cet enseignement de Rav Huna au nom de Rav, qui nous a dit que l'œuf, lorsqu'il sort, il se termine. Que signifie il se termine? Alors dit la Gemara, peut-être voici l'explication. Donc on laisse l'interdiction Yom Tov, simplement Rav Huna vient nous enseigner au nom de Rav. Un œuf, lorsqu'il a été pondu, il est terminé, et puisqu'il a été terminé, on peut maintenant espérer un poussin de cet œuf. Si la poule couvait cet œuf peut faire sortir un poussin. Alors que un œuf qu'on a trouvé dans les entrailles de la poule, même si la poule, notre poule, va couver cet œuf, aucun poussin ne pourra sortir de cet œuf. Et donc c'est ce que peut-être Rav a voulu nous enseigner. Donc l'œuf, lorsqu'il a été pondu, il est terminé, et Rashi nous dit il est mûr si on peut dire, et un poussin peut sortir de cet œuf. Mais Bemaïma, si l'œuf n'est pas sorti, mais on l'a trouvé dans les entrailles de sa mère, un poussin ne peut pas sortir de cet œuf. Les maïnaf kamina, et quelle est la conséquence de ce din-là? C'est les mekachumimka, pour un din d'achat ou de vente. C'est-à-dire, un homme a acheté un œuf, il voulait des poussins, et on lui a donné des œufs qui ont été pris à l'intérieur de la poule, eh bien c'est un mekar taout, c'est-à-dire l'achat, la vente est annulée, et il doit rendre l'argent de ses œufs.
Comme la Gemara nous raconte qu'il y a Oud Amar Lehu, comme cet homme-là qui a dit Be'ed de Pachaya Leman. Qui est-ce qui a des œufs des Pachaya? Pachaya, nous dit Rashi, c'est d'une poule vivante. Donc nous continuons d'Avzaïn encore quelques lignes. Et à voulu Be'ed des Shruta, on lui a donné des œufs d'une poule qui avait été égorgée. Et donc cet homme-là n'a pas pu avoir de poussin. Atelekamed Rabbi Ami s'est présenté devant Rabbi Ami. Amarlou, il lui a dit Mekartaoutou. C'est une erreur. Puisque c'est une erreur, lui a demandé des œufs pour avoir des poussins. Tu lui as donné des œufs d'une shruta, il ne peut pas y avoir de poussins, donc tu dois rendre l'argent. Mekartaoutou ve'ada, et donc la mechira est annulée, il doit rendre l'argent. Nous dit la Gemara, Pshita, c'est évident que le chidouche lui a demandé des œufs parce qu'il voulait des poussins. Il a précisé, Be'ed de Pachia, les mains. Qui est-ce qui a des œufs d'une poule vivante, des œufs qui ont été pondus? La Gemara dit non. Maud était ma, j'aurais pu croire qu'en vérité, cet homme-là, lorsqu'il a demandé des œufs d'une poule vivante, il recherchait des œufs pour la consommation, mais des œufs qui étaient meilleurs, qui avaient un meilleur goût. Donc peut-être que cet homme-là, en vérité, ne voulait que des œufs pour la consommation. Pourquoi a-t-il demandé des œufs d'une poule vivante? Parce que ces œufs sont meilleurs. Et donc, il n'y a pas lieu d'annuler toute la vente. On va juste lui rembourser la différence, puisque ce n'est pas un mécartot. Il voulait manger des œufs. Il a demandé des œufs meilleurs, on lui a donné des œufs moins bons. S'il a payé pour des œufs qu'il croyait des œufs d'une poule vivante 10, et que les œufs d'une poule shruta égorgée ne valent que 8, on lui donnera la différence de 2, mais on ne remboursera pas toute la somme. Et donc c'est ce que le chidouche ici de la Gemara. Donc Maud et Tema, j'aurais pu croire à Ilach, il est en vérité, lui, il veut simplement consommer les œufs. Vaït et Kama de Pachia, pourquoi il a dit d'une poule vivante Mishom de Tserivan? Parce qu'ils sont meilleurs, ils sont plus Rachid nous dit, ils sont plus mûrs, ils ont bien été cuits. Les maï nafkamina, et donc quelle est la différence? Les mitvele bene bene, pour lui donner juste la différence, kamash malan, que ce n'est pas la différence qu'on donnera, mais on va annuler toute la vente et il devra lui rembourser son argent. Donc nous dit la Gemara, voici une explication de ce que nous a dit Ravuna au nom de Rav. Un œuf, lorsqu'il est sorti, il est terminé. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il est sorti, on peut le manger avec du lait, mais avant on ne peut pas le manger, puisque avant on peut aussi le manger avec du lait. Ça ne veut pas dire non plus que lorsqu'il est sorti avant Yom Tov, je peux le manger Yom Tov, mais que s'il est sorti, lorsqu'on a égorgé la main, on a trouvé des œufs, je ne pourrais pas les manger Yom Tov, puisque ça nous avons vu que même Yom Tov, lorsqu'on a égorgé une poule et qu'on a trouvé des œufs, on pourra les consommer. Donc qu'est-ce qu'a voulu nous dire là? C'est que l'œuf, lorsqu'il sort, il se termine et peut sortir de cet œuf un poussin. La Gemara continue. La Gemara nous rapporte qu'un homme avait demandé qui est-ce qui a des œufs des dicha, c'est-à-dire, comme la Gemara va nous l'expliquer, la poule peut pondre de deux manières, ou bien lorsqu'elle s'est accouplée avec un coq, ou bien safna mehara, c'est-à-dire elle s'est chauffée par le sol, par la terre, et elle peut aussi pondre un œuf. Les œufs des dacha, c'est-à-dire qui proviennent d'un accouplement avec un coq, sont des œufs qui sont meilleurs. Un homme qui a demandé be'ed des dacha, c'est-à-dire un œuf qui a été pondu des dacha, c'est-à-dire par un accouplement avec un coq, comment on peut savoir? Rachid nous rapporte la Gemara que nous verrons par la suite, que lorsqu'il y a un coq dans les environs, la poule ne produit pas d'œufs par échauffement avec la terre, mais seulement avec ce coq. Donc, un homme a demandé, je veux be'ed dacha, qui en a? Be'ed dacha leman, et a voulu, on lui a donné be'ed safna mehara, des œufs que la poule a pondus par échauffement avec la terre. Safna, Rachidi, c'est une sorte de collet-tête, c'est-à-dire elle les a attrapés de la terre. A-t-elle le kamed de Rabbi Ami? La question s'est posée devant Rabbi Ami. Amarlou, il leur a dit Mekartaoutou ve'ada. C'est une erreur, ve'ada, et il faut rendre
toute la mechira, puisque là aussi il y a la même différence, c'est qu'un œuf qui a été pondu et qui provient d'un accouplement, cet œuf pourra donner un poussin. Un œuf qui ne provient pas d'un coq, cet œuf ne pourra pas produire de poussin. Il y a d'ailleurs aussi une différence là, lorsqu'on trouve une tache de sang dans tel œuf, le din est différent. Et donc nous dit la Gemara, c'est un mekar taout, puisque lui voulait des œufs pour pouvoir élever des poussins. La Gemara dit, mais pshita, c'est évident. La Gemara répond aussi la même chose, Maud était j'aurais pu croire en vérité, lui voulait manger les œufs. Là, il y a des kamar, pourquoi il a demandé un œuf qui provient d'un corps, mishum des shaminan tfe, parce qu'ils sont plus gras, ils sont meilleurs. Les mainaf kamina, et donc pourquoi vient-il maintenant réclamer les mitvele bene ou bene, pour qu'on lui rende la différence, kamashmalan. Donc le chidouche ici, de ce cas-là, ce que nous a dit Rabbi Ami, c'est que c'est un mekar taout, c'est une erreur, puisque lui voulait des poussins, et puisque cet œuf ne peut pas produire de poussins, il doit lui rendre la somme. Donc là, nous avons une explication de cette memra de Ravuna au nom de Rav, et la Gemara va proposer encore autre chose. Liba et Tema, je peux te dire, Maïmitziata Nigmara. Qu'est-ce que Rav a voulu dire? Que l'œuf, lorsqu'il sort, il se termine, c'est-à-dire Imitziat Ruba Nigmara. Lorsque l'œuf est sorti, Ruba, la majorité de cet œuf est sorti, il est terminé. C'est-à-dire par rapport au din de Yom Tov, comme va nous l'enseigner ici Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan, Betzash Yatsa Ruba Merev Yom Tov. Un œuf qui est sorti de la poule, la majorité de l'œuf est sorti de la poule avant Yom Tov. Vechazra, mais l'œuf est remonté, et ce n'est que le lendemain, pendant Yom Tov, que la poule a pondu cet œuf. Eh bien, Muteret Lochra Yom Tov, on pourra manger cet œuf le jour du Yom Tov. Pourquoi? Parce que cet œuf est déjà sorti la veille. Il y a déjà eu la achana, il n'y a plus donc toutes les chachot que nous avons vues plus haut, toutes les raisons d'interdire, puisque cet œuf était déjà sorti Yom Tov, même s'il est encore une fois rentré. Donc, que veut dire Rav Imyetziata Nigmara par la sortie, il est terminé, c'est-à-dire lorsqu'il est sorti, la majorité est sortie avant Yom Tov, il est terminé, on pourra le manger le lendemain, ou bien encore, Vika de Amar, d'après une autre version, que signifie Imyetziata Nigmara? Au contraire, c'est pour nous dire le contraire de Rabbi Yochanan, c'est seulement Imitziat Kula Nigmara. On peut expliquer que Rav a voulu dire, lorsque l'œuf est entièrement sorti, là il est terminé. Imitziat Kula In Aval Ruba, mais s'il n'y a que la majorité qui est sortie, l'eau, il n'est pas terminé, et si la poule l'a pondu que le lendemain, l'œuf restera interdit, la Foukemi de Rabbi Yochanan, pour exclure ce que nous a dit Rabbi Yochanan, que si l'œuf est sorti, la majorité de l'œuf la veille, qu'il est re-rentré, ensuite la poule l'a pondu le lendemain, l'œuf est permis, eh bien, d'après cette version, Rav vient dire le contraire, il vient dire que c'est seulement Imyetziata, lorsque l'œuf est entièrement sorti, la veille qu'il est permis. Là, nous allons nous arrêter ici, Boufa, et nous reprendrons les dynimes de cet œuf, la poule, un peu de Haggadah aussi.